Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons apprendre ou réapprendre à tracer un graphique. Un graphique, ça se construit à partir d'un tableau de données, tel que celui-ci. Dans ce tableau, on voit les valeurs prises par deux grandeurs physiques. Dans le cas présent, la vitesse et le temps. Au passage, en sciences, une grandeur physique, c'est quelque chose qu'on peut mesurer ou calculer, comme justement la vitesse, le temps, mais aussi la masse, la tension électrique, la température, l'énergie, la longueur, la pression, le volume, etc. Dans le tableau, on repère en quelles unités ces grandeurs physiques sont exprimées. Ici, la vitesse est en mètres par seconde et le temps en minutes. Notez que, pour tout ce qui concerne les graphiques, les unités doivent être indiquées entre parenthèses. Ensuite, vous savez probablement qu'un graphique se trace sur un quadrillage. Alors, idéalement, cela se fait sur du papier millimétré. Mais pour être honnête, j'ai depuis bien longtemps abandonné l'ambition d'avoir des élèves qui ont dans leur sac du papier millimétré. C'est trop compliqué. La solution de rechange serait le quadrillage à petits carreaux. Mais là aussi, dans la plupart des cas, j'ai préféré y renoncer car cela ne correspond pas aux fournitures scolaires standards. Pour le quotidien, je me suis donc résigné au quadrillage à grands carreaux. Et on va voir dans cette vidéo que ce n'est pas un si mauvais choix que ça. Et je dirais même que les contraintes imposées par les grands carreaux nous obligent à réfléchir avant d'agir. Et ça, pour un enseignant, c'est intéressant. Donc, la première chose à faire sur son quadrillage, c'est de tracer les axes. Il y a un axe vertical, généralement montant, qu'on appelle l'axe des ordonnées. Et il y a un axe horizontal, généralement allant de la gauche vers la droite, qu'on appelle l'axe des abscisses. L'idée, c'est que l'une des grandeurs physiques sera placée sur un axe, et l'autre grandeur physique sur l'autre axe. Alors, a priori, on pourrait mettre n'importe quelle grandeur physique sur n'importe quel axe, mais il y a des habitudes en sciences, et on demande aux élèves de s'y conformer. Là, par exemple, classiquement, on a le temps comme grandeur physique, et le temps se met en général sur l'axe des abscisses, pour qu'on ait le début de l'expérience à gauche et la fin de l'expérience à droite, comme sur une sorte de frise chronologique. Et donc, ça fait que la vitesse va, par élimination, sur l'axe des ordonnées. Petite remarque, vous pouvez écrire soit le nom des grandeurs physiques, soit leur symbole. C'est comme vous voulez. Là, je vais mettre les symboles. Donc V minuscule pour la vitesse et T minuscule pour le temps. Avant de continuer, je n'oublie pas de noter entre parenthèses les unités de mesure. Revenons à mon histoire d'axe. Je recommande aux élèves d'être bien au point au niveau des noms des axes, afin de ne pas les confondre. Donc bien savoir où est l'axe des ordonnées et où est l'axe des abscisses. Parce que moi je vais employer ces deux termes dans mes évaluations, et ce n'est pas le jour du contrôle qu'il faudra me demander si l'abscisse est verticale ou horizontale. Ok ? Et souvent j'impose de placer une grandeur physique particulière sur un des deux axes, et si l'élève la place sur l'autre axe, bam, il perd tous les points du graphique. Alors, petit moyen mnémotechnique pour repérer l'abscisse et l'ordonnée. Ordonnée, ça commence par la lettre O, donc ça monte haut. Et abscisse, les trois premières lettres sont A, B et S, et avec ces trois lettres, on écrit le mot bas. Donc, l'axe des abscisses est en bas. Étape suivante. Il faut graduer les deux axes, comme je suis en train de le faire, puis choisir leurs échelles. C'est en général l'étape qui pose le plus de problèmes aux élèves, qu'ils soient en 6e, en 5e, en 4e ou en 3e. Alors je vais tout de suite mettre les pieds dans le plat et vous montrer ce qu'il ne faut surtout pas faire. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est ça. 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 minutes. Et 0, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14 mètres par seconde. Ça, c'est la pire des erreurs qu'on puisse faire sur un graphique. Quelqu'un qui fait ça, il n'a strictement rien compris. Alors, vous avez vu ce que j'ai fait ? J'ai recopié les valeurs du tableau pour faire mon échelle. Et je voudrais vraiment vous faire comprendre à quel point c'est absurde de procéder ainsi. On va mettre de côté un instant notre premier graphique, et je vais vous donner deux exemples de tableaux de données avec des valeurs bien différentes, comme vous pouvez voir. Voilà ce que donnent leurs graphiques respectifs si on s'amuse à faire les échelles en recopiant juste les valeurs du tableau. Ouais. Ça a l'air d'être un peu la même chose, non ? Sauf que, quand on construit correctement les échelles, ça donne les graphiques suivants en fait. Vous voyez la différence ? Donc, en gros, recopier bêtement les valeurs du tableau pour faire les échelles, ça conduit à des graphiques stupides qui ne veulent rien dire et qui ne reflètent absolument pas la réalité des données. Quel est donc le problème ? Si on revient aux deux graphiques faux, le problème vient de la régularité des échelles. En recopiant juste les données du tableau, on crée des graduations irrégulières. Sur l'axe des ordonnées du graphique de la croissance d'une fille,
Pour passer de 2 à 9 kg, on a ajouté 7 kg. Puis pour passer de 9 à 12 kg, on ajoute 3 kg. Puis pour les autres graduations, on avance de 2 kg en 2 kg jusqu'à la fin. Ce n'est pas régulier. Alors que dans le graphique correct, on avance de 4 kg en 4 kg, régulièrement. Et vous voyez qu'on n'a pas recopié les données. Et le premier point, par exemple, qui est à 2 kg, on le place entre 0 et 4 kg. Le deuxième point à 9 kg. Il sera un peu au-dessus de 8 kg. Et ainsi de suite. Par contre, vous me direz, l'échelle des abscisses est bien une copie des données du tableau. Mais pour la bonne et simple raison que les années sont disposées régulièrement. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça arrive. Si on regarde l'autre graphique incorrect, les irrégularités sont partout. Voyez. Mais dans la version correcte du graphique, j'ai fait une échelle des ordonnées régulière, de 2 volts en 2 volts, et une échelle des abscisses régulière de 40 mA en 40 mA. Donc, s'il vous plaît, ne recopiez pas bêtement les valeurs du tableau pour faire les échelles. C'est clair ? Un dernier exemple d'erreur qui me vient à l'esprit concernant la régularité des échelles, c'est cette situation-là. Dans ce graphique, en fait, tout serait parfait. Mais l'élève a commis une étourderie. Il a gradué un carreau pour une année au début, puis, on ne sait pas pourquoi, 2 carreaux pour une année ensuite. Et ça gâche tout le graphique. C'est une erreur très coûteuse en points. Revenons maintenant à notre graphique sur la vitesse d'un véhicule de roue. Pour faire des échelles régulières, il faut d'abord identifier les maxima et les minima dans le tableau de données, c'est-à-dire les valeurs maximales et minimales prises par les deux grandeurs physiques étudiées. Dans notre exemple, il s'agit de 0 mètres par seconde et 14 mètres par seconde pour la vitesse, et 0 minutes et 9 minutes pour le temps. Il faut donc construire une échelle verticale qui va de 0 à 14 mètres par seconde, et une échelle horizontale qui va de 0 à 9 minutes. Là où les élèves manquent parfois d'imagination, et c'est peut-être pour ça qu'ils en viennent à recopier bêtement les données du tableau, c'est sur la manière de graduer les axes. La règle d'or, vous l'aurez compris, j'espère, c'est qu'il faut que les échelles soient régulières. Mais ceci dit, on peut graduer un peu comme on veut. De 0,1 en 0,1, de 0,2 en 0,2, de 0,4 en 0,4, de 0,5 en 0,5, de 1 en 1, de 2 en 2, de 2,5 en 2,5, de 4 en 4, de 5 en 5, de 10 en 10, de 20 en 20, de 25 en 25, de 40 en 40, de 50 en 50, etc. Vous aurez peut-être remarqué que toutes mes suggestions de graduation sont en 1, 2, 2,5, 4 ou 5. Il me semble que ce sont les graduations les plus simples à utiliser. Et maintenant, si vous avez envie de compter de 3 en 3, de 7 en 7 ou de 11 en 11, allez-y. Mais bonne chance, parce que vos points seront d'autant plus durs à placer. Donc là, par exemple, on pourrait graduer l'axe des ordonnées de 1 mètre par seconde en 1 mètre par seconde. Comme ça. Et vous voyez qu'il y a un petit souci. C'est qu'on doit aller jusqu'à 14 mètres par seconde. Or là, ça ne rentre pas dans mon axe. Donc je vais graduer 2 mètres par seconde pour un carreau. Et les valeurs intermédiaires, comme 1 mètre par seconde ou 3 mètres par seconde, correspondront à la moitié des carreaux. Mais on ne va pas les écrire. On n'est pas bête. On comprend que 1 se trouve entre 0 et 2 et que 3 se trouve entre 2 et 4. Et ça, c'est déjà une règle importante. Sur l'échelle d'un axe, on n'est pas obligé de tout écrire. Là, par exemple, je peux marquer les vitesses tous les 2 mètres par seconde sur chaque graduation. Ou bien toutes les 2 graduations. Comme ça. Au choix. Moi là, je préfère faire comme ça. Voilà. Pour l'axe des abscisses, on peut graduer 1 minute pour un carreau. Comme ça. Mais ça ferait une échelle un peu étroite. Vous voyez ? Il nous reste toute cette place inutilisée. Si vous faites ça, au passage, vous perdez des points en contrôle. Donc, je vais graduer 1 minute pour 2 carreaux. Ça me permettra de prendre plus de place. Voilà. Attention, un graphique ne doit être ni aplati, ni étroit. C'est ce que j'ai essayé d'éviter ici. Ça, par exemple, c'est une horreur. Ça aussi. De plus, un graphique doit être d'une taille suffisamment grande pour permettre une lecture facile. Donc pas comme ça. Ça, typiquement, c'est ce que j'appelle un graphique de fourmi. C'est ridiculement petit. Bien entendu, tout cela dépend du choix des échelles. D'où l'importance de ne pas foncer tête baissée comme un taureau quand on choisit ses échelles, mais de réfléchir avant d'agir et d'essayer de graduer d'abord en comptant dans sa tête ou en écrivant au crayon pour pouvoir changer d'avis facilement. Une fois les échelles créées, il reste l'étape du placement des points du graphique, à partir des valeurs qui figurent dans le tableau.
Je précise tout de suite que les points qu'on place doivent être représentés par des petits plus, et surtout pas par des gros pâtés, ni des petits fois. Donc c'est parti. Pour 0 minutes, j'ai 0 mètres par seconde, c'est facile à placer. Ensuite à 2 minutes, j'ai 5 mètres par seconde. Ça se place entre 4 et 6 mètres par seconde. Après, à 3 minutes, on a 7 mètres par seconde. Donc c'est ici entre 6 et 8 mètres par seconde. Tiens, je pense à 2 erreurs gênantes que les élèves commettent parfois. Il y a ceux qui virtuellement font des échelles correctes, mais qui ne mettent que les graduations issues des données du tableau. Comme ça. Ça, c'est pas bien. Et il y a ceux qui font des échelles normales, mais qui ajoutent les graduations intermédiaires provenant du tableau. Comme ça. Même chose, c'est à éviter. Toujours pour la même raison, qui est que les échelles doivent être régulièrement graduées, et donc il ne doit rien y avoir au milieu qui gêne. Je continue à placer les points. À 4 minutes, 8 mètres par seconde. À 5 minutes, 10 mètres par seconde. À 6 minutes, 12 mètres par seconde. Parfois, quand on commence à placer des points un peu trop loin des axes, on peut se tromper d'une ligne. Je conseille donc à mes élèves d'utiliser une règle, pour s'aider à se repérer sur un des axes. Ça évite les erreurs. À 7 minutes, 13 mètres par seconde. Et à 8 minutes et 9 minutes, 14 mètres par seconde. Ne soyez pas étonnés que la valeur 14 mètres par seconde se répète. Ça veut juste dire que la vitesse du véhicule reste la même entre la 8e et la 9e minute. Une fois que tous les points ont été placés, on peut se demander s'il faut les relier, et si oui, comment les relier. En fait, ça dépend de la situation. Par défaut, on va dire qu'on ne relie jamais les points à la règle. On les relie à la main, en essayant de faire un tracé courbe, souple, comme cela. Par contre, il y a un cas particulier, c'est celui où les points sont alignés, ou quasiment tous alignés. J'en parlerai plus tard. Un dernier détail à ajouter pour que notre premier graphique soit parfait, c'est un titre. Alors, il y a plein de façons de nommer un graphique, mais il y a une manière standard qui dit « évolution du truc qui est en ordonnée en fonction du truc qui est en abscisse ». Là, moi, je sais que c'est un véhicule 2 roues motorisé qui est étudié. Donc je peux nommer mon graphique « évolution de la vitesse d'un 2 roues motorisé en fonction du temps ». Alors dans la suite de cette vidéo, on va construire quelques graphiques, histoire de s'exercer et de voir des situations un peu plus compliquées que celles qu'on vient de voir. Donc voici un nouveau tableau de données. Cette fois-ci, c'est une histoire de température qui varie au cours du temps. Mais j'ai ajouté 2 difficultés par rapport à tout à l'heure. D'abord, on voit qu'il y a des valeurs négatives. Ça peut embêter certains élèves. Ensuite, on voit que le temps est cette fois-ci en secondes. Et ça conduit à des valeurs assez grandes, puisqu'on va jusqu'à 200 secondes. Comment faire une échelle qui va aussi loin? Le maximum est 200 secondes, le minimum est 0 secondes. On doit donc construire une échelle régulière qui va de 0 à 200 secondes. Alors, évidemment, on ne va pas compter de 1 en 1, ni de 5 en 5, ça ne rentrerait pas dans l'espace. On doit donc faire une échelle plus grande, mettons de 10 secondes en 10 secondes. Comme ça. Et vous voyez que ça passe. Par contre, on va juste l'aérer cette échelle, et compter seulement de 20 secondes en 20 secondes. Sinon, il y a trop de choses écrites. Je n'oublie pas de mettre la grandeur physique et l'unité entre parenthèses à l'extrémité de l'axe. On passe à l'axe des ordonnées. Donc là, c'est la température notée par la lettre grecque θ qui est en degrés Celsius. Je vais temporairement effacer l'axe des abscisses. Je le remettrai un peu plus tard. Alors, quel est le maximum, quel est le minimum? Le maximum, c'est 8 degrés Celsius. Et le minimum? 0 degrés Celsius? Non, c'est moins 2 degrés Celsius. Moins 2 degrés Celsius, c'est plus froid que 0. Donc ça va en dessous. Pensez à la graduation d'un thermomètre, par exemple. Donc il faut faire une échelle qui part de moins 2 degrés Celsius et qui grimpe jusqu'à 8 degrés Celsius. Je propose ici une échelle simple. Un carreau pour 1 degré Celsius. Comme ça. Et enfin, il y a la question du positionnement de l'axe des abscisses. Souvent, on le met au niveau du 0 des ordonnées. De cette façon. Mais en fait, il n'y a pas d'obligation. On pourrait aussi le mettre tout en bas, au niveau de moins 2 degrés Celsius par exemple. Ou même tout en haut si on est fantaisiste. Perso, je préfère le mettre au niveau du 0 degré Celsius parce qu'on aura ainsi les températures positives au-dessus de l'axe et les températures négatives en dessous. Je préfère comme ça. On place les points maintenant. Donc à 0 secondes, 8 degrés Celsius. C'est le point de départ. À 20 secondes, 6,5. À 40 secondes, 6 degrés Celsius. À 100, 6 degrés Celsius encore. À 130, 4,5 degrés Celsius. À 160, 0 degrés Celsius. Donc c'est sur l'axe des abscisses.
À 180 secondes, moins 1,5 degrés Celsius. Attention, là on a une erreur classique. Moins 1,5 degrés Celsius se trouve entre moins 1 degré Celsius et moins 2 degrés Celsius. Et donc c'est là. Pas au-dessus de moins 1 degré Celsius, vous voyez, mais en dessous. Si ça avait été 1,5 degré Celsius, lui, il se serait situé au-dessus de 1 degré Celsius. Vous voyez pourquoi, hein, la partie négative, tout est à l'envers, et la partie positive, tout est à l'endroit. Et enfin, à 200 secondes, moins 2 degrés Celsius. Et on relie les points à la main en faisant un tracé souple. Maintenant, il faut mettre un titre au graphique. La substance dont on étudie ici la température s'appelle le cyclohexane. C'est un solvant utilisé en chimie. Le titre standard, ce serait ici « Évolution de la température d'un échantillon de cyclohexane en fonction du temps ». Mais dans un chapitre de 5e, où on trace justement ce type de graphique, et où je parle entre autres du cyclohexane, on voit que lorsque la température stagne pendant un certain temps, et c'est le cas ici, entre 40 et 100 secondes, au passage on appelle ça un palier de température, ou un plateau de température, et bien ce palier qu'on observe, cela veut dire que la substance est un corps pur, donc pas un mélange, et qu'elle est en train de changer d'état physique. Là en l'occurrence, le cyclohexane passe de l'état liquide à l'état solide. On peut alors nommer le graphique « Solidification d'un échantillon de cyclohexane ». On est parti pour un troisième graphique. C'est un graphique de SVT qui montrera les variations de l'éclairement d'une plantation de conifères au cours de la journée. On regarde le tableau et on identifie quelles seront les difficultés. Donc déjà, je vois qu'on a le temps en heures. On le mettra sur l'axe des abscisses, comme à chaque fois pour le temps. Et on a l'éclairement qui se mesure dans une unité appelée lux. On le met sur l'axe des ordonnées. Et le souci, c'est que les valeurs d'éclairement sont très grandes. Le minimum est à 6500 lux et le maximum à 22 000 lux. Une erreur classique ici, c'est de vouloir commencer l'échelle à 0 lux, parce que les élèves se disent que l'échelle doit forcément démarrer à 0. Eh ben non, on commence d'où on veut. Donc là, comme le minimum c'est 6500 lux, on va commencer à 6000 lux par exemple. Alors ce qui est clair, c'est qu'il faut au moins compter de 1000 en 1000, sinon on va jamais atteindre 22 000. Alors 6000, 7000, 8000, 9000, 10 000... Bon, c'est pas la peine de continuer, on voit qu'on n'aura pas la place. Donc je vais compter de 2000 lux en 2000 lux. 6000, 8000, 10 000, 12 000, 14 000, 16 000, 18 000, 20 000, 22 000 lux. Voilà, là ça rentre. On passe à l'axe des abscisses. Donc là pareil, on n'a aucune raison de commencer à 0 heure. Le minimum c'est 8 heures, le maximum c'est 20 heures. On va graduer de 1 heure en 1 heure en partant de 8. Voilà, on peut commencer à placer les points. Donc à 8 heures, 9500 lux. Mais c'est où 9500 lux? Regardez notre échelle des ordonnées en gros plan. Alors là on a 8000 lux, là 10 000 lux. 9000 lux c'est au milieu. Et 9500 lux, c'est le milieu du milieu en quelque sorte. Le milieu entre 9000 et 10 000 lux. Ensuite à 9 heures, 10 000 lux justement. Ça c'est facile. Par contre à 10 heures, on a 10 600 lux. Et là ça va être impossible de positionner ça avec précision sur notre quadrillage. Donc, comment fait-on? Eh bien, on va placer le point approximativement, mais de manière cohérente, pas à l'arrache. Si vous avez compris ce que j'ai raconté pour le premier point, vous savez que là, on a 11 000 lux. Là, on a le milieu entre 10 000 et 11 000 lux, c'est-à-dire 10 500 lux. Eh bien, 10 600 lux, c'est un peu supérieur à 10 500 lux. Mais c'est plus près de 10 500 que de 11 000. Vous êtes d'accord avec moi? Le point suivant, c'est 12 100 lux, à 11 heures. 12 100, c'est juste au-dessus de 12 000. À 12 heures, on atteint 16 200 lux. C'est un peu plus près de 16 000 lux que de 16 500 lux. À 13 heures, c'est facile à positionner. À 16 heures, 12 700 lux. C'est entre 12 500 lux et 13 000 lux. C'est presque au milieu, mais c'est un peu plus près de 12 500 quand même. À 18 heures, 8400 lux. C'est juste en dessous de 8500 lux. Et le dernier à 20 heures, c'est 6500 lux ici. On relie les points à la main et on met un titre. Au passage, pour ne pas avoir tous ces nombres immenses sur l'axe des ordonnées avec plein de zéros, j'aurais pu tout graduer en kilolux. Il suffit de faire des conversions du style 20 000 lux égale 20 kilolux. Ça aurait donné ça comme échelle. Mais bon, fallait y penser avant. Quatrième tableau, quatrième graphique. Je précise que cette section concerne plus particulièrement les élèves de 4e et de 3e.
Là, on étudie la tension U et l'intensité du courant I pour un dipôle électrique qu'on appelle un résistor. C'est un graphique qu'on pourrait titrer « Évolution de la tension aux bornes d'un résistor en fonction de l'intensité du courant ». Donc, devinez qu'est-ce qui est en abscisse et qu'est-ce qui est en ordonnée. C'est bien sûr U en volts qui est en ordonnée, et c'est I en ampères qui est en abscisse. On commence à réfléchir à l'échelle des ordonnées. Le minimum c'est 0 volts, le maximum c'est 4,2 volts. Bon ben on pourrait graduer un carreau pour 0,5 volts par exemple. Comme ça. Mais il y a juste un petit inconvénient. C'est au niveau de la précision dans le placement de certaines valeurs. Bon, des tensions comme 0, 1, 1,5, 3 volts, c'est facile à placer. Mais 0,7 volts, 2,2 volts, 3,6 volts et 4,2 volts, ce sera plus compliqué. Je vous montre ça. Regardez notre échelle des ordonnées en gros plan. On voit précisément où est 0,5 volts. On voit précisément où est 1 volt. On peut même dire qu'on voit précisément où est 0,75 volts, étant donné que 0,75 est le milieu entre 0,5 et 1. Mais où se trouvent des valeurs telles que 0,6, 0,7, 0,8 et 0,9 volts. 0,6 volts, c'est là? Ah, dans ce cas 0,7 volts, c'est là? Et 0,8 volts, là? Ah bah il n'y a plus de place pour 0,9 volts. Donc, c'est que c'est pas comme ça. En fait, avec le quadrillage à grand carreau, étant donné qu'il n'y a que 3 traits fins entre 2 traits épais, on ne peut pas compter de 0,5 en 0,5 par exemple, et placer précisément 0,7. Donc, 2 possibilités s'offrent à vous. Soit vous tolérez une certaine imprécision dans le placement des points, comme on a fait avec le graphique sur la plantation de conifères juste avant. Et dans ce cas, 0,7 volts se trouve à peu près là, je dirais, un peu en dessous de 0,75 volts. Et 0,6 volts là. Soit, deuxième possibilité, vous construisez votre échelle autrement. Et voilà ce que je vous propose. Au lieu de dire qu'un carreau compte pour 0,5 volts, ce qui pose ce problème qu'on vient de voir, on va dire qu'un carreau compte pour 0,4 volts. Autrement dit, chaque graduation fine compte pour 0,1 volt. On crée donc une échelle de 0,5 en 0,5, mais qui prend un carreau plus une graduation fine. Et là, c'est beaucoup mieux, parce qu'on n'a plus aucun problème pour placer 0,7. C'est 2 petites graduations au-dessus de 0,5. Vous voyez ? On a juste choisi une échelle adaptée au quadrillage à grand carreau. Donc, on fait zoom arrière, et on va construire notre échelle des ordonnées de cette façon. Voilà. On passe maintenant à l'échelle des abscisses. Le minimum, c'est 0 ampères. Le maximum, c'est 0,14 ampères. Donc là, typiquement, ce qui enquiquine les élèves, c'est le fait d'avoir des nombres compris entre 0 et 1. Il y a 2 moyens de s'en sortir. Le premier va peut-être pas vous plaire. C'est de convertir. Si on convertit toutes ces intensités en milliampères, ça va donner des valeurs nettement plus faciles à manipuler. Vous voyez vous-même. Bon, encore faut-il savoir convertir. Si vous avez besoin de bosser sur les conversions, je vous ai mis de côté une vidéo en haut à droite. Maintenant, on passe à la seconde méthode. La seconde méthode, c'est qu'on fait avec ce qu'on a. C'est tout. Donc je propose de graduer de 0,01 en 0,01 ampères. Sauf que écrire toutes les graduations comme ça, ça donne un truc illisible. Donc on va écrire les graduations tous les 2 carreaux. Donc 0,02, 0,04, 0,06, 0,08. Le suivant, attention, c'est pas 0,010, hein, parce que 0,010 c'est 0,01. Donc c'est avant 0,02, là. Donc le suivant, c'est 0,10. Ensuite 0,12 et 0,14. Bon, eh bien, il n'y a plus qu'à placer les points. 0 ampère, 0 volt. 0,02 ampère, 0,7 volts. Avec notre super échelle, c'est facile à placer. 0,03 ampère, 1 volt. 0,05 ampère, 1,5 volts. 0,07 ampère, 2,2 volts. Et 2,2 c'est là. 0,10 ampère, 3 volts. 0,12 ampère, 3,6 volts. Donc 3,6 volts, c'est une petite graduation au-dessus de 3,5. Et enfin, 0,14 ampères, 4,2 volts. Et là, on rencontre la situation que j'avais vite fait évoquer en début de vidéo.
on voit que les points sont plus ou moins alignés. Dans cette situation, il faut prendre sa règle, mais surtout pas pour relier les points. Non, à la place, il faut tracer une seule droite. Une droite moyenne qui passe à peu près par tous les points. Comme ça. J'ai bien dit une seule droite. Si des points s'écartent un peu, comme cela, c'est normal, pas de souci. Comme je le dis aux élèves, il faut comprendre que les données utilisées pour faire ce graphique proviennent de mesures. Et quand on fait des mesures, il y a toujours des sources d'erreurs. Donc le fait que les points ne soient pas toujours pile sur la droite reflète la présence de légères erreurs. Maintenant, si un point est très éloigné de la droite, imaginons là, alors je conseille aux élèves de refaire la mesure, ou bien, un petit peu plus probablement, de vérifier s'il n'y a pas une erreur de leur part dans le placement du point, du style confondre 0,1 et 0,01. Ultime commentaire sur ce graphique. On a obtenu une allure particulière. Une droite passant par le point de coordonnées 0, 0. 0 volts, 0 ampères. C'est un point qu'on appelle l'origine en mathématiques. Eh bien, lorsque le graphique de quelque chose en ordonnée en fonction de quelque chose en abscisse donne une droite passant par l'origine, cela signifie que le quelque chose en ordonnée et le quelque chose en abscisse sont proportionnels. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire proportionnel? Ça veut dire tout un tas de choses. Si je prends le cas que nous avons sous les yeux, ça veut dire que U et I évoluent dans les mêmes proportions. Ah bon, d'accord. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quand U est, mettons, divisé par 2, eh bien I est aussi divisé par 2. Ou quand U est multiplié par 5, I est aussi multiplié par 5. C'est ça la proportionnalité. En outre, on le voit très bien sur le graphique. Regardez, quand I égale 0,05 ampères, on a U égale 1,5 volts. Très bien. Et si je double I sera égal à 2 fois 0,05 ampères, c'est-à-dire 0,10 ampères. Donc 0,10 ampères sur le graphique, c'est là. Combien vaut U alors? Ah, U vaut 3 volts. C'est bien le double de 1,5. Donc U et I sont bel et bien proportionnels. Et ça, c'est lié à la forme du graphique. Si on avait par exemple une courbe, comme cela, eh bien cette règle de I qui double, donc U double aussi, ne marcherait pas. Voyez vous-même. Même chose si on avait une droite mais qui ne part pas de l'origine. Ce ne serait pas proportionnel. L'autre implication de cette proportionnalité, c'est que U et I sont liés par une relation mathématique du type U égale quelque chose fois I. Et là, notamment, ce quelque chose est noté R, et il s'agit de la résistance du résistor étudié. Cette relation mathématique, U égale R fois I, s'appelle la loi d'Ohm. En troisième, on voit un graphique et une loi très similaire entre le poids P d'un objet et sa masse M. Je termine en donnant le titre officiel de ce graphique. Un graphique qui montre l'évolution de la tension aux bandes d'un dipôle en fonction de l'intensité du courant qui le traverse, ça s'appelle une caractéristique. Et ici, comme le dipôle étudié est un résistor, le titre est « Caractéristique d'un résistor ». Voilà, je pense qu'avec ces 4 graphiques, on a vu l'essentiel des difficultés à surmonter. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Les pouces vers le haut sont les bienvenus. Merci et à bientôt.